Alors je voudrais remercier les abonnés qui ont fait des dons. Donc il y a Matt, merci beaucoup Matt. Il y a Emilia Curiosa, merci beaucoup Emilia. Il y a aussi Alparslan Gazi Akdenis, merci beaucoup. Et il y a aussi Jokaisen. Alors je vous envoie plein de bisous. Merci beaucoup pour vos dons, c'est adorable. Vraiment, vous soutenez cette chaîne et je vous remercie infiniment. Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'activer la petite cloche en mettant toutes les notifications. Comme ça, vous pourrez avoir le petit message quand je serai en live ou quand j'aurai les nouvelles vidéos. Voilà. Je me dois également de remercier tous mes modérateurs. Merci pour le travail que vous faites. Et merci à tous les abonnés. On est 7000 actuellement. On a dépassé même la barre des 7000. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et comme promis, il y aura une vidéo home tour aux 10 000 abonnés. Voilà. Alors aujourd'hui on va faire de la lecture. Donc je vous présente le livre donc, de Nikki Cruz. Je sais pas si vous connaissez ce livre. Voilà. Donc je trouve qu'il était important pour moi de vous le lire. Je pense que cette vidéo va être faite en plusieurs parties. C'est vraiment un livre que je voulais vous partager. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait une famille assez compliquée où les parents étaient très impliqués dans l'ésotérisme et tout ça. Et en fait, lui, il a été beaucoup après dans la drogue et dans les ghettos d'Amérique. Je vais vous lire déjà le résumé. Il faisait partie du problème autrefois. Maintenant, il est un message de paix. Né de parents profondément liés par l'occultisme, les premiers souvenirs de Nikki sont d'une enfance infernale à Porto Rico. L'abus de la négligence ont fait de Nikki un enfant incontrôlable, dominé par la haine. Étant seul dans les rues de New York à 15 ans à peine, il trouvera vite sa première expérience familiale dans les gangs. En tant que leader notoire du violent gang Mau Mau, il sévissait dans les rues autrefois, vivant comme un animal sans conscience, sans morale, raison ou toute perception du bien et du mal. Tout a changé lorsqu'il a trouvé la seule personne qu'il aimait vraiment et qui a transformé sa vie. Alors c'est un témoignage poignant, vraiment. Il a changé sa vie quand il a eu une rencontre avec Dieu. Et il est déjà venu dans ma région et j'ai déjà participé à des soirées, témoignages qu'il a fait. Et je peux vous dire que vraiment c'est tellement émouvant parce que même encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il est très âgé hein, et je crois qu'il a dans les 80 ans, même encore aujourd'hui quand il témoigne, il en pleure tellement, c'est merveilleux pour lui d'avoir été sauvé de cette vie de galère en fait. Donc voilà, on va lire quelques chapitres. Chapitre 1er. Personne ne s'en soucie. Arrêtez cet imbécile de gamin, cria quelqu'un. La porte du Constellation panaméricain venait de s'ouvrir. Je descendis comme une flèche l'escalier et partis vers l'aérogare d'Idlewild à New York. C'était le 4 janvier 1955. Le vent glacial me mordait les joues et les oreilles. Quelques heures plus tôt, mon père m'avait conduit à San Juan, au bord de l'avion. Moi, un
Quand la porte s'ouvrit, je sortis le premier, me lançant sauvagement sur le béton de l'aire d'atterrissage. 3 rangs d'employés de la compagnie aérienne se mirent à ma poursuite et me coincèrent contre une clôture de chêne au grossier maillon, tout près de la sortie. Le vent cinglant traversait mon mince vêtement tropical, alors que je cherchais à m'échapper. L'agent de police qui gardait la porte me saisit par le bras. Quant aux employés, ils se hâtèrent de retourner à leur poste. Pour moi, il s'agissait d'un jeu et je levai les yeux vers le gendarme en souriant. Espèce d'idiot portoricain, qu'est-ce qui te prend de te comporter ainsi? Mon sourire s'éteignit lorsque je perçus dans la voix de l'homme le ton de la haine. Le vent aigu colorait ses joues grasses et remplissait d'eau ses yeux bouffis. De ses lèvres flasques pendait un cigare non allumé. De la haine, je la sentais monter en moi comme la houle, la même haine que j'avais ressentie à l'égard de mon père et de ma mère, de mes instituteurs et envers la police de Porto Rico. De la haine, j'essayais de me libérer en me tortillant, mais le gendarme tenait mon bras comme dans un étau de fer. Allons, mon gamin, retournons à l'avion. Je le regardais et crachais contre lui. Sale portoricain, grogna-t-il. Il relâcha son étreinte et essaya de me saisir à la nuque. Plongeant sous son bras, je me glissai à travers la porte ouverte qui menait à l'aérogare. Derrière moi, j'entendais des cris et des pas précipités et lourds. Je courus en zigzagant à travers la foule des passagers, se rendant au portillon d'embarquement. Soudain, j'arrivai dans un immense hall. J'y découvris une sortie. Je m'y lançai et me trouvai dans la rue. Un grand autobus attendait au bord du trottoir. Porte ouverte, moteur en marche. Les gens y montaient et je jouais des coudes pour prendre place dans la file. Le conducteur me saisit par le bras et me réclama mon billet. Je haussai les épaules et lui répondis en espagnol. Il m'écarta rudement, trop occupé pour perdre son temps avec un gamin stupide qui comprenait pas ou à peine l'anglais. Alors que son attention était retenue par une femme cherchant de la monnaie dans sa bourse, je baissai la tête et me glissai derrière elle, à travers la porte et dans le bus déjà plein. Jetant un regard par-dessus mon épaule, je m'assurai que le conducteur n'avait rien vu. Je me frayai un passage à l'arrière de la voiture et m'assis près d'une fenêtre. Tandis que le bus s'éloignait, j'aperçus le gros agent qui gardait la porte et 2 autres policiers sortant de l'aéroport et regardant dans toutes les directions. Je ne résistais pas au plaisir de frapper à la vitre et de leur faire signe. J'avais réussi. Je m'installai au fond de la banquette, les genoux appuyés au siège qui se trouvait devant moi, et le visage contre la vitre sale de la fenêtre. L'autobus se fraya un passage vers le centre de la ville, à travers l'intense trafic new-yorkais. Au dehors, la neige et la boue recouvraient rues et trottoirs. Je m'étais toujours imaginé la neige comme un tapis propre et magnifique, couvrant à perte de vue le royaume des fées. Mais celle-ci était terne et sale comme une bouillie de maïs répugnante. Ma respiration formait un écran de buée sur les vitres et je m'amusais à y dessiner des arabesques du bout des doigts. Ce monde était totalement différent de celui que je venais de quitter. Comme un éclair, ma pensée retourna au jour précédent alors que je me trouvais debout sur la colline devant notre maison. Je me souvins de l'herbe verte sous mes pieds, émaillée de petites fleurs sauvages. Les champs en pente douce descendaient vers le village au-dessous de moi. Je me souvenais de la brise tiède effleurant mes joues et de la chaleur du soleil sur mon dos bronzé. Porto Rico est un merveilleux pays de lumière et d'enfants aux pieds nus. C'est une région où les hommes ne portent pas de chemise et où
où les femmes se promènent paresseusement au soleil. On y entend jour et nuit le rythme des tambours métalliques et le son cadencé des guitares. C'est un pays de chansons, de fleurs, de gamins rieurs et d'eau bleue étincelante. Mais c'est également une terre de sorcellerie, de vaudou, de superstitions religieuses et de grandes ignorances. La nuit, le bruit des tambours du vaudou descend en roulant les montagnes couronnées de palmiers, tandis que les magiciens s'adonnent à leur pratique en offrant des sacrifices et en dansant avec des serpents à la lueur de feux vacillants. Mes parents étaient spirites. Ils gagnaient leur pain en chassant des démons et soi-disant en prenant contact avec l'esprit des défunts. Papa était un des hommes que l'on craignait le plus dans l'île. On l'avait surnommé le Grand. En raison de sa haute stature, il mesurait 1,85 m et de ses larges épaules voûtées. Il avait été blessé pendant la Seconde Guerre mondiale et avait obtenu une pension du gouvernement. La famille se composait de 17 garçons et d'une fille. Après la conflagration internationale, il se tourna vers le spiritisme pour gagner sa vie et celle des siens. Maman travaillait avec papa comme médium. Notre maison était le quartier général de tous les genres de vaudou, des réunions de sorcellerie. Des centaines de personnes venaient de tous les points de l'île pour y participer. De notre grande maison au sommet de la colline partait un sentier sinueux qui conduisit au petit village somnolent de Las Piedras, pelotonné dans la vallée. Ses habitants grimpaient le long du chemin à toutes les heures du jour et de la nuit pour venir à la maison du sorcier. Ils essayaient de parler à l'esprit de leur mort, de prendre part à des actes de magie et demandaient à mon père de les délivrer des démons. Ce dernier était le chef, mais beaucoup d'autres médiums portoricains venaient chez nous et se servaient de notre foyer comme de leur quartier général. Quelques-uns restaient là pendant des semaines, adjurant les mauvais esprits et chassant les démons. Dans la chambre principale, il y avait une longue table de séance, autour de laquelle les gens prenaient place, cherchant à communiquer avec les esprits des défunts. Papa était très instruit sur le sujet et possédait une bibliothèque sur la magie noire et des livres de sorcellerie qu'on ne trouvait nulle part ailleurs dans l'île. De bonne heure, un matin, 2 hommes amenèrent à la maison une femme tourmentée. Mon frère, Gênes, et moi-même, nous glissâmes hors du lit pour voir à travers les fentes de la porte comment on l'étendait sur la longue table. Son corps se contractait nerveusement et de ses lèvres s'échappaient des gémissements. Les hommes à chaque bout de la table la maintenaient couchée de force. Maman se tenait à ses pieds, les yeux levés vers le plafond, en chantonnant d'étranges paroles. Papa allait à la cuisine et en ramena une petite urne noire dans laquelle il vit brûler de l'encens. Il posa une grosse grenouille verte sur l'estomac de la malade. Ensuite, ayant suspendu l'urne au-dessus de sa tête au moyen d'une petite chaîne, il répandit de la poudre sur le corps agité. Nous tremblions de peur en entendant les adjurations que notre père adressait aux mauvais esprits, leur ordonnant de quitter le corps de la femme et d'entrer dans celui de la grenouille. Soudain, rejetant sa tête en arrière, la patiente poussa un cri perçant. La grenouille quitta brusquement l'estomac et, par un saut prodigieux, alla s'écraser sur le seuil de la porte. La malade se débattait, puis, échappant à l'étreinte des hommes, roula et tomba pesamment sur le sol. Elle bavait et mordait ses lèvres, du sang mêlé d'écume coulait
et l'emportèrent en remerciant mon père à plusieurs reprises et en l'appelant le grand faiseur de miracles. Ma petite enfance s'écoula, pleine de terreur et de ressentiment. La famille étant nombreuse, peu d'attention était donnée à chacun de nous, individuellement. J'éprouvais de la rancune envers mes parents et j'étais effrayée par les actes de sorcellerie qui reproduisaient chaque nuit sous notre toit. Au cours de l'été qui précéda mon entrée à l'école, papa m'enferma dans le colombier. Il m'avait surpris un soir tard au moment où je volais de l'argent dans la bourse de maman. J'essayais de m'enfuir, mais il me saisit par la nuque. « Tu ne peux pas m'échapper, gamin. Tu paieras le prix de ton larcin. »« Je te hais, lui criai-je. Et il me souleva de terre et me secoua sans pitié. « Je vais t'apprendre à parler ainsi à ton père. » Et me prenant sous son bras comme un sac de blé, il traversa à grandes enjambées la cour obscure pour me conduire au colombier. Je l'entendis manier maladroitement la serrure en ouvrant la porte. « Dedans, tu resteras ici avec les oiseaux jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon. » Il me poussa à l'intérieur et ferma derrière lui, m'abandonnant dans la plus complète obscurité. Sa voix assourdie me parvint à travers la fente des murs. Et pas de dîner. J'écoutais le bruit de ses pas qui s'éloignaient sur le chemin de la maison. J'étais pétrifiée de terreur, fou de colère. Je martelais la porte de mes poings serrés et lui donnais des coups de pied en hurlant. Soudain, le colombier s'emplit d'un battement d'ailes sauvage. Les oiseaux effrayés se jetèrent sur moi. Je couvris mon visage de mes mains et criai hystériquement. Les colombes affolées s'écrasaient contre les parois et me picotaient férocement les joues et la nuque. Je m'effondrais sur le sol immonde, cachant ma tête dans mes bras pour essayer de protéger mes yeux et de ne plus entendre le claquement redoublé des ailes au-dessus de moi. Une éternité s'était écoulée, me semblait-il, lorsque la porte s'ouvrit. Papa me dressa brusquement sur mes pieds et me traîna dans la cour. « La prochaine fois, tu te souviendras qu'il ne faut pas voler, ni résister quand on t'attrape, » dit-il rudement. « Maintenant, va te laver et au lit. » À force de pleurer cette nuit-là, je m'endormis rêvant d'oiseaux battant de leurs ailes mon corps meurtri. Mes ressentiments à l'égard de papa et maman réapparurent l'année suivante quand je dus aller à l'école. Je haïssais toute autorité, puis à l'âge de 8 ans, je m'insurgeais contre mes parents. Ce fut lors d'un ardent après-midi d'été. Ma mère et plusieurs médiums étaient assis à la grande table. Dans la salle de séjour, buvant du café, j'étais fatiguée de jouer avec mon frère. Et j'entrais dans la chambre en faisant sauter une petite balle sur le plancher et en l'attrapant dans ma main. Une des femmes dit à maman: « Votre Niki est un gentil garçon. Je suis sûre que vous êtes très fière de lui. » Ma mère me regarda durement et se mit à se balancer en avant et en arrière dans son fauteuil. Ses pupilles roulaient dans leurs orbites jusqu'à ce que l'on n'en vît plus que le blanc. Elle tenait ses bras tendus devant elle sur la table. Ses doigts se raidirent et tremblèrent quand elle éleva lentement ses mains au-dessus de sa tête et commença à parler comme si elle chantonnait. Il n'est pas mon fils, non, pas Niki. Il n'a jamais été à moi, non, il n'est pas à moi. Il est l'enfant du plus grand des sorciers, Lucifer. Non, pas le mien, fils de Satan, enfant du diable. Je lâchai ma balle qui roula à travers la salle. Je reculai lentement vers la paroi. Pendant que maman se trouvait encore en transe et qu'elle chantait toujours d'une voix ascendante et descendante. Non, pas le mien, pas à moi, la main de Lucifer est sur sa vie. Le doigt de Satan a touché son existence. Le doigt de Satan a touché son âme. La marque de la bête est sur son cœur. Non, il n'est pas à moi, pas à moi. Je
observai et je vis des larmes perler sur ses joues. Brusquement, elle se retourna vers moi, les yeux tout grands ouverts, et d'une voix perçante s'écria: Va-t'en, démon, va-t'en, laisse-moi tranquille. Affolée, je courus dans ma chambre et me jetai sur mon lit. Les pensées affluaient à mon esprit, telles que des rivières tumultueuses dans une gorge étroite. Pas son enfant, le fils de Satan, pas d'amour pour moi, personne ne s'en soucie, personne ne prend soin de moi. Puis les larmes se mirent à couler et je commençai à crier et à gémir. La douleur dans ma poitrine était insupportable et je battis mon matelas avec mes poings jusqu'à l'épuisement. L'ancienne haine se mit à soudre au-dedans de moi. Elle consumait rapidement mon âme comme un raz-de-marée submergeant un récif de coraux. Je haïssais ma mère. Oh mon Dieu, quelle haine je ressentais. Je voulais lui faire du mal, la torturer, me venger. J'ouvris la porte d'un coup et parcourus la salle en criant d'une voix perçante. Les femmes étaient encore auprès de maman. Je me blessais les mains en frappant de toutes mes forces sur la table tout en hurlant. J'étais tellement imbu de haine que je bégayais, je trébuchais sur les mots. Je te hais. Je menaçais maman d'un doigt qui tremblait et je criais: Tu me le paieras, tu verras. Deux de mes plus jeunes frères se tenaient pleins de curiosité sur le seuil de la porte. Je les poussai de côté et partis en courant dans la cour. Je descendis quelques marches et rampai ensuite jusqu'à un endroit sombre et frais, situé au-dessous du porche où j'avais trouvé maintes fois un refuge. Accroupi sur l'escalier, dans la saleté réduite en poussière, j'entendais les femmes rire entre elles, et par-dessus toutes les voix à travers le plancher, je percevais celle de ma mère. Vous voyez bien, je vous l'avais dit, c'est le fils de Satan. Quelle haine j'éprouvais à son regard. J'aurais voulu la détruire, mais je ne savais pas comment. Je battais la poussière de mes poings crispés et pleurais de frustration. Tout mon corps secoué par de convulsifs sanglots. Je te hais, répétais-je, mais personne n'entendait, personne ne se souciait de moi. Dans mon désespoir, je saisissais la terre molle à pleine main et dans ma furie, je la jetais de tous les côtés. Elle retombait sur mon visage et laissait des traces boueuses le long de mes joues. Peu à peu, ma fureur s'apaisa et je restai assis, silencieusement. Sur le côté de la cour, j'entendais jouer les enfants. L'un des plus jeunes garçons entonna une chanson sur les oiseaux et les papillons. Mais moi, je me sentais abandonné et solitaire, torturé par la haine et le désir de persécution. Obsédé par la peur, j'entendis que l'on fermait la porte du colombier. Mon père, à pas lourd, montait l'escalier. Il s'arrêta et regarda dans l'ombre, à travers les fentes des marches de bois. « Que fais-tu là en bas, gamin ?» Je ne répondis pas dans l'espoir qu'il ne me reconnaîtrait pas. Il haussa les épaules et continua à monter, laissant finalement la porte de treillis métallique claquer derrière lui. Personne ne se soucie de moi, pensai-je. Je percevais, venant de la maison, des rires des femmes auxquels s'ajoutait la voix de basse profonde et la voix de basse profonde de mon père. Pardon. Je savais que tous se moquaient encore de moi. Des vagues d'aversion m'inondaient à nouveau. Les larmes recommencèrent à couler sur mon visage et, une fois de plus, je me mis à hurler. Je te hais, maman, je te hais, je te hais. Le vide au-dessus de la maison me renvoya l'écho de ma voix irritée. Dans un état d'extrême émotion, je m'affaissai sur le dos.
Le soleil avait déjà disparu dans la mer quand je m'éveillais et rampait hors du soulagement rampait hors du soubassement. Le sable grinçait entre mes dents et mon corps était comme plaqué d'immondices. Les grenouilles coassaient, les grillons chantaient et je sentais l'humidité de la rosée sous mes pieds nus. Papa ouvrit la porte et un rayon de lumière se posa sur moi alors que je me tenais au pied de l'escalier. « Sale gosse !» cria-t-il. « Qu'as-tu fait si longtemps dans ce soubassement? Regarde-toi, nous ne voulons pas de porc par ici. Va te laver et viens manger. » J'obéis, mais tout en lavant mon corps à la pompe. Je savais que jamais plus je n'aimerais quelqu'un. Et je suis aussi que jamais plus je ne pleurerai. Jamais plus. Pour le fils de Satan, peur, saleté et haine, j'avais commencé à courir, comme disait papa. C'est une tradition dans de nombreuses familles portoricaines d'envoyer leurs enfants à New York quand ils atteignent l'âge de prendre soin d'eux-mêmes. Déjà 6 de mes frères aînés avaient quitté l'île pour s'établir à New York. Tous étaient mariés et essayaient de se créer une nouvelle vie de famille. Mais j'étais encore trop jeune pour partir. Pendant les 5 années qui suivirent, mes parents se rendirent compte que je ne pouvais pas non plus rester à Porto Rico. J'étais devenu un élève rebelle, toujours en train de me battre et surtout avec des plus jeunes que moi. Un jour, après avoir frappé une fillette à la tête avec une grosse pierre, je restais là à regarder fixement le sang qui suintait à travers ses cheveux. La petite fille hurlait, pleurait et je riais en l'observant. Ce soir-là, mon père me frappa au visage jusqu'à ce que le sang jaillisse de ma bouche. Il criait « 100%. » J'achetais une petite arme pour tuer les oiseaux. Je n'étais pas seulement satisfait de les faire mourir. J'aimais mutiler leur corps. Mes frères s'éloignaient de moi à cause de ma cruauté. Lors de ma 8e année d'école, je me battis avec mon maître d'atelier. C'était un homme mince et de haute taille qui aimait siffler quand passaient les dames pour attirer leur attention. Un jour en classe, je le traitais de nègre. Le silence emplit la salle et les garçons se retirèrent parmi les machines, flairant de la tension dans l'air. Le maître s'approcha du tour où je travaillais. « Tu es tout de même un drôle de gars. »« Je regrette, nègre, je n'ai pas envie d'être drôle. » Avant que j'eusse fait un geste, il me frappa de son long bras osseux et je sentis sous le coup sauvage la chair de mes lèvres s'écraser contre mes dents. Le sang coulait dans ma bouche et le long de mon menton. Je m'avançai vers lui, les bras étendus. Il était un homme fait et je ne pesais pas 50 kilos. Mais j'étais rempli de haine et le sang mit le feu à la poudre. Il me repoussa en mettant sa main sur mon front et en écartant de son bras, alors qu'impuissant, je battais l'air de mes poings. Comprenant ma situation désespérée, je reculai et lui criai « Vous avez réussi cette fois, nègre. Je vais au commissariat de police. Attendez et vous verrez. » Et je quittai la classe en courant. Il me suivait en m'appelant « Arrête, je regrette. » Mais j'étais déjà loin. Je n'allais pas à la police, mais je me rendis auprès de papa pour lui dire que le maître avait voulu me tuer. Il était furieux. Il entra dans la maison en ressortit avec son grand revolver fixé avec sa ceinture. « Allons-y, fiston, c'est moi qui vais tuer cette brute. » Nous partîmes pour l'école. J'avais de la peine à suivre ses grandes enjambées et courais derrière lui. Mon cœur bondissait à l'idée de voir l'instituteur ramper sous la fureur de mon père. Mais il n'était pas dans ma classe. « Attends-moi ici, dit papa. Je vais parler au directeur et aller au fond de cette affaire. » Cela m'ennuyait, mais j'attendis.
principal. Quand il en ressortit, il vint rapidement vers moi et, me saisissant par le bras, me dit: très bien garçon, tu as quelques explications à me donner. Rentrons à la maison. Une fois de plus, nous traversâmes le petit village et suivîmes le sentier qui menait chez nous. Il me tirait derrière lui, me tenant par le bras. Infâme menteur, me dit-il devant la maison. Il leva le bras pour me frapper, mais je m'échappais et descendis le sentier en courant. C'est ça, cours, baby, cours, cria-t-il. Tu reviendras à la maison, et alors je te fouetterai. Je retournai à la maison, mais ce fut 3 jours plus tard. Les policiers me cueillirent alors que je marchais sur la route qui conduisit vers les montagnes à l'intérieur du pays. Je les suppliais de me laisser aller, mais ils me ramenèrent à mon père. Et il accomplit fidèlement la promesse qu'il m'avait faite. Je savais que je m'échapperais encore, et que je courrais et courrais jusqu'à ce que je sois si loin, que personne ne pourrait jamais me ramener à la maison. Durant les 2 ans qui suivirent, je pris la fuite 5 fois. La police me retrouva toujours et me ramena chez moi. Finalement, désespérés, mes parents écrivirent à mon frère Franck pour lui demander s'il me permettait d'aller à New York vivre chez lui. Franck fut d'accord et papa entreprit les démarches pour mon voyage. Le matin de mon départ, les enfants se mirent en rond devant le porche. Maman me serra dans ses bras, des larmes remplissaient ses yeux. Elle essaya de parler, mais ne put pas prononcer un mot. J'étais absolument indifférent à son égard. Soulevant ma petite valise d'un air maussade, je tournai le dos à la compagnie et me dirigeai vers la vieille voiture d'occasion où mon père m'attendait. Pas une seule fois je ne regarderai en arrière. Le voyage jusqu'à l'aéroport de Saint-Juan est de 45 minutes. Arrivé là, papa me remit mon billet et me glissa 10 $ dans la main. Téléphone à Franck dès que tu débarqueras à New York, me dit-il. Le pilote prendra soin de toi jusqu'à son arrivée. Il se tenait là, debout, me dominant de sa haute stature. Il me regarda un long moment. Sa tignasse de cheveux gris ondulés agitée par la brise tiède. Je devais lui paraître bien petit et pathétique alors que j'étais là, près de la grille avec ma valise. Sa lèvre inférieure trembla quand il étendit sa main pour prendre la mienne. Puis soudain, il enveloppa mon corps frêle de ses longs bras et me serra contre lui. Je l'entendis sangloter, mais une seule fois. Hiro mio, mon fils. Me libérant de son étreinte, il dit rapidement: sois un bon garçon, petit oiseau. Je fis demi-tour et franchis en couvrant l'escalier de l'immense avion. Je m'assis près d'un hublot. Je voyais dehors la silhouette solitaire de mon père. Le grand tout près de la barrière. Il leva la main comme pour me faire un signe, mais gêné. Il se détourna et rejoignit rapidement la vieille voiture. Quel nom m'avait-il donné? Petit oiseau. Je me souviens alors d'un moment particulier. Il y avait si longtemps de cela, où sur les marches du porche, papa m'avait appelé ainsi. Il était assis dans une chaise à bascule sur la véranda, fumant sa pipe. Il me parlait d'un oiseau devenu légendaire à Porto Rico, qui n'avait pas de pattes et qui était dans l'obligation de voler sans cesse. Papa baissa les yeux vers moi et dit tristement: c'est comme toi, Niki. Tu es agité. Comme un petit oiseau, tu courras toujours ça et là. Il secoua lentement la tête et regarda vers le ciel, lançant la fumée de sa pipe vers les pampres de la vigne qui festonnaient le toit du porche.
L'oiseau est menu et très léger, il ne pèse pas plus qu'une plume et ne se sert des courants de l'air pour se déplacer. Il dort dans le vent, toujours en vol, il échappe aux faucons, aux aigles, aux hiboux. Il échappe aux faucons, aux aigles, aux hiboux et aux oiseaux de proie. Il se cache en se maintenant entre eux et le soleil. S'ils volent au-dessus de lui, ils peuvent l'apercevoir contre l'écran de la terre sombre. Mais ses petites ailes sont transparentes comme l'eau claire de la lagune. Tant qu'il reste haut dans le ciel, ils ne peuvent pas le voir. Il ne se repose jamais. Papa appuya son dos contre la chaise et lança les volutes bleues dans l'air frais. Mais comment se nourrit-il? Lui demandai-je. Il se nourrit en vol, répond mon père. Il parlait lentement, comme s'il voyait la minuscule créature. Il attrape des insectes et des papillons. Il n'a pas de jambes, pas de pattes. Il est toujours en mouvement. J'étais fascinée par l'histoire. Mais que se passe-t-il quand le temps est sombre? Lui demandai-je. Et quand le soleil ne brille pas, comment peut-il alors échapper à ses ennemis? Et papa répondit. Partant Grinic, il vole si haut que personne ne l'aperçoit. La seule occasion où il cesse de voler, de courir, la seule fois où il prend contact avec la terre, c'est pour mourir. Car s'il touche terre, il ne peut plus jamais reprendre son vol. Papa me donna une petite claque amicale et m'envoya jouer. Va maintenant, petit oiseau, cours et vole. Ton papa t'appellera quand viendra le moment de ne plus t'échapper. Je partis en campanant à travers les champs, agitant mes bras comme un oiseau, prenant son envol. Mais je ne sais pour quelle raison, je ne pus jamais gagner assez de vitesse pour m'envoler. Les moteurs de l'avion se mirent à tousser, à lancer de la fumée noire et finalement à vrombir. Enfin, moi aussi, j'allais m'envoler. J'allais partir. Après une secousse, le bus s'arrêta. Au dehors des lumières et les enseignes multicolores scintillaient et clignotaient dans l'obscurité glaciale. L'homme assis en face de moi se leva pour descendre. Je le suivis et sortis à l'arrière. Les portes se refermèrent derrière moi et le bus quitta le trottoir. Je me trouvais seul au milieu de 8 millions d'êtres humains. J'enlevai une poignée de neige souillée et brossai la croûte du dessus. Et là, je la vis, cette neige étincelante de blancheur pure. Je désirais la porter à ma bouche et m'en nourrir. Mais en l'observant, j'aperçus de petites taches noires sur la surface. Soudain, je compris que l'air était saturé de la suie qui s'échappait des cheminées. Et la neige prenait l'apparence d'un fromage saupoudré de poivre noir. Je jetai donc ce que j'avais en main. J'étais libre et pendant 2 jours, j'irai à travers la cité. Dans une impasse, je trouvai un vieux manteau que l'on avait jeté sur une poubelle. Les manches couvraient les mains et l'ourlet traînait sur le sol. Les boutons en avaient été arrachés et les poches déchirées. Mais il me tenait chaud. Cette nuit-là, je dormis dans un passage souterrain du métropolitain, recroquevillé sur un banc. Vers la fin de la seconde journée, l'excitation s'était dissipée. J'avais faim et froid. Par 2 fois, j'essayais de parler avec des gens et de leur demander de l'aide. Le premier passant m'ignora tout simplement et il suivit son chemin, comme si je n'avais pas été là. Quant au second, il me poussa contre le mur. Fiche-moi le camp, espèce de sale portoricain. Ne me touche pas avec tes mains, grâce. J'avais peur, j'essayais d'empêcher la panique de me saisir et de monter à mon estomac, à ma gorge. Je continuais à parcourir les rues, le long manteau traînant sur le trottoir, ma petite valise à la main. Les gens se mouvaient autour de moi et se retournaient pour me regarder. Mais personne
Personne ne semblait s'intéresser. Ils regardaient seulement. Ils continuaient leur route. Je dépensais les 10 dollars que papa m'avait donnés. J'entrais dans un petit restaurant et commandais un hot dog en montrant une image suspendue au-dessus du comptoir graisseux. Je l'avalais rapidement et en demandais un second. L'homme au comptoir secoua la tête et tendit la main vers moi. Je cherchais dans ma poche et en sortais le billet de 10 dollars, soigneusement plié. Essuyant ses mains à un linge, il déplia le billet, l'étira à plusieurs reprises et le glissa dans sa poche de son tablier malpropre. Après quoi, il m'apporta un autre hot dog et un bol de bouillon. Quand j'eus terminé, je le cherchais, mais il avait disparu dans la cuisine. Ramassant mon sac, je retournai dans la rue froide. Je venais de faire ma première expérience avec certaines entreprises américaines. Mais comment aurais-je pu savoir que les hot dogs ne coûtaient pas 5 dollars la pièce en Amérique? M'éloignant le long de la rue, je m'arrêtai devant une église. Une lourde grille de fer avait été posée devant les portes d'entrée et elle était fermée par une chaîne et un cadenas. Je restais là debout. Devant un bâtiment de pierre grise, regardant en haut vers le clocher qui se dressait dans le ciel. Les murs de pierre froide et les vitraux sombres semblaient se blottir, à la recherche de protection, derrière la clôture de fer. La statue d'un homme au visage aimable et aux yeux tristes se voyait clairement à travers la grille. Ses bras tendus étaient couverts de neige, mais il était enfermé d'un côté, et moi, je l'étais de l'autre. Je me remis à marcher, entraînant les pieds tout le long de la rue, avançant toujours. La panique s'installait de nouveau en moi. Il était presque minuit et je tremblais, non seulement de froid, mais aussi de peur. J'espérais toujours que quelqu'un s'arrêtait et me demanderait si j'avais besoin de son aide. Je ne sais pas d'ailleurs ce que j'aurais dit si l'on m'avait offert du secours, mais j'étais esselée, j'avais peur, j'étais perdue. La foule pressée passait sans cesse et me laissait dans l'abandon. Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait être seul, absolument seul, parmi 1 million d'êtres humains. Pour moi, l'isolement c'était le fait d'être perdu dans les bois ou sur une île déserte, mais celle-ci, c'était la plus terrible des solitudes. Je vis des personnes portant des travestis qui rentraient du théâtre, des vieillards vendant des journaux et des fruits dans des petites baraques ouvertes toute la nuit, des agents de l'ordre patrouillant 2 par 2. Les trottoirs étaient bondés de gens affairés. Mais en observant leur visage, j'eus l'impression qu'eux aussi paraissaient terriblement solitaires. Aucun ne riait, aucun ne souriait, tous se hâtaient. Je m'assis au bord du trottoir et j'ouvris ma petite valise. Il y avait à l'intérieur un morceau de papier plié où maman avait inscrit le numéro de téléphone de Franck. Tout à coup, je sentis quelque chose me pousser dans le dos. C'était un vieux chien hérissé qui flairait le gros manteau, drapé autour de ma mince silhouette. Je passai mon bras autour de son cou et l'attirai près de moi. Il lécha mes joues tandis que j'enfouissais ma tête dans sa fourrure galeuse. Je ne sais combien de temps je restais là, tremblant et caressant le chien. Mais lorsque je levai les yeux, je vis les pieds et les jambes de 2 agents de police. Leurs bottes de caoutchouc étaient mouillées et boueuses. Le chien galeux pressentant quelques dangers, était parti comme une flèche vers une ruelle voisine. L'un des agents me donna un petit coup sur l'épaule avec son bâton. « Que fais-tu assis là au milieu de la nuit ?» me demanda-t-il. Son visage me paraissait à des lieues au-dessus de moi. Laborieusement, j'essayais de lui expliquer dans mon mauvais anglais que je m'étais perdue.
L'un parla à voix basse et l'autre s'en alla. Celui qui était resté s'agenouilla près de moi sur le trottoir. Fangueux. Puis-je t'aider, mon gars? Je fis un signe affirmatif et lui montrai le bout de papier qui portait le nom de Franck et le numéro de téléphone. Frère, lui dis-je. Il secoua la tête en regardant le griffonnage. Est-ce là que tu demeures? Je ne savais comment lui répondre et je lui répétais. Frère. Il fit un signe de tête, me mit sur mes pieds et nous partîmes vers une cabine téléphonique derrière un kiosque à journaux. Il chercha dans sa poche, en retira de la monnaie et vit le numéro. Quand la voix endormie de Franck répondit, il me tendit le récepteur. Moins d'une heure plus tard, je me trouvais en sécurité dans l'appartement de Franck. La soupe chaude que l'on me servit me parut excellente et le lit propre était confortable. Le lendemain matin, Franck m'expliqua que je resterais avec lui, qu'il prendrait soin de moi et m'enverrait à l'école. Mais au-delà de moi, quelque chose me disait que je ne resterais jamais là. J'avais commencé à courir par le monde et rien ne m'arrêterait plus. Chapitre 2. Une jungle sinistre. Je restais 2 mois avec Franck, me familiarisant avec la langue anglaise. Mais je n'étais pas heureux et la tension intérieure me poussait à fuir. La première semaine, Franck m'inscrivit dans une classe du 10e degré. L'école était fréquentée presque entièrement par des Noirs et des Portoricains. Elle était dirigée comme une maison d'éducation correctionnelle et non comme une école publique. Les instituteurs et les administrateurs passaient plus de temps à maintenir la discipline qu'à nous instruire. C'était un lieu de désordre, de combat, d'immoralité et de constante bagarre contre l'autorité. Chaque école secondaire à Brooklyn était représentée par 2 ou 3 bandes de voyous. Elle était composée de garçons et de filles habitant certains quartiers. Parfois, les gangs étaient ennemis et se livraient invariablement en bataille s'ils se trouvaient brusquement réunis dans des classes d'école. C'était pour moi une nouvelle expérience. Chaque jour, il y avait quelques émeutes dans les corridors ou dans l'une des salles. Je me blottissais contre la paroi, effrayé à la pensée que les grands garçons pourraient me chercher querelle. Après les heures d'études, on se battait dans le préau et toujours l'un des combattants était laissé par terre, blessé. Franck me prévenait sans cesse que je ne devrais pas rester dans la rue à la tombée de la nuit. Les bandes, Niki, les bandes de vauriens te tueront. Elles courent la nuit comme des loups. Elles assassinent l'étranger en pleine rue. Il m'avait averti de rentrer directement à la maison après la classe, l'après-midi, et de rester chez lui, loin des garnements. J'appris bientôt que ce n'était pas d'elle seulement que je devais avoir peur. Il y avait aussi les petits. Il s'agissait de gosses de 9 et 10 ans qui rôdaient dans les rues l'après-midi et dans la soirée, ou qui jouaient devant leur maison, dans les bas-fonds. Je vis ma première expérience avec les petits alors que je rentrais de l'école. La toute première semaine, un gang d'une dizaine de gosses entre 8 et 10 ans arriva en courant par une porte de côté et ils me bousculèrent sur le trottoir. Et les mômes, attention à ce que vous faites, leur dis-je. L'un d'eux se retourna et cria « Va au diable !» Un autre se glissa derrière moi, s'agenouilla et avant de m'en rendre compte, je me trouvais étendu sur le dos. De tout mon long, j'essayais de me relever. Mais un des gamins saisit mon pied et commença à tirer. Il criait et riait. Je perdis patience et envoyai l'un d'eux rouler sur le trottoir. À ce même instant, j'entendis une femme hurler. Je levai les yeux, elle se penchait à une fenêtre 2 étages plus haut. « Laisse mon garçon tranquille, sale portoricain, ou je te tue. » À ce moment-là, je ne désirais plus qu'une chose, échapper à son gosse. Mais les autres m'attaquèrent à leur tour. L'un d'eux essaya de m'atteindre avec une bouteille de Coca-Cola,
Tout à coup, une autre femme apparut sur le seuil d'une porte, un balai à la main. Elle était corpulente et se dandinait en courant. Jamais jusque-là je n'avais vu une expression aussi abjecte sur un visage humain. Elle avança vers la bande de gosses et levant haut son balai. J'essaya de lui échapper, mais elle m'atteignit et brisa le manche sur mon dos. Je me retournai et elle me frappa encore sur la tête. Elle criait et soudain d'autres femmes se penchèrent aux fenêtres, vociférant et appelant la police. La grosse femme me frappa une troisième fois, avant que j'eusse le temps de me relever et de partir en courant. Je l'entendis derrière moi, m'avertissant. Si jamais tu reviens par ici pour molester nos garçons, nous te tuerons. Le lendemain après-midi, je reviens à la maison par un autre chemin. La semaine suivante eut lieu ma première rencontre avec un gang. J'avais pris mon temps pour rentrer chez moi après l'école et flânais dans un parc, observant un homme qui faisait parler un perroquet. Je dansais autour de lui, riant et m'adressant à l'oiseau quand tout à coup l'homme sembla perdre tout intérêt et tenant le perroquet contre sa poitrine, fit demi-tour et partit. Je regardais et je vis une quinzaine de garçons debout derrière moi, en demi-cercle. Cela n'étaient pas des petits, au contraire, ils étaient des grands. La plupart d'entre eux plus âgés que moi. Ils formèrent rapidement un cercle autour de moi et l'un des garçons m'interpella. « Dis donc toi, pourquoi tu ris ?» Je leur montrai l'homme avec le perroquet qui se hâtait vers la sortie du parc. Je riais de ce drôle d'oiseau. « Ouais, et tu demeures dans les parages ?» me demanda le petit voyou. J'eus l'impression que quelque chose n'allait pas et en bégayant, je répondis « Je vis avec mon frère, un peu plus loin. » Tu t'imagines alors que parce que tu demeures au bas de la rue, tu peux venir dans notre parc et rire comme une hyène, hein? C'est ce que tu penses ou bien tu ne sais pas alors que ceci c'est le terrain des évêques? Mon vieux, sache que nous ne tolérons aucun étranger ici, et surtout pas des imbéciles qui rient comme des hyènes. Je regardais autour de moi et compris qu'ils prenaient tous la chose au sérieux. Avant que j'aie eu le temps de répondre, le misérable gosse avait pris un couteau dans sa poche, l'avait ouvert en pressant sur un bouton, et en avait fait sortir une lame brillante de 20 cm au moins. « Tu sais ce que je vais faire, dit-il. Je vais te couper la gorge et te laisser saigner comme l'animal que tu parais être. » Et mon vieux, je bégayais. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi veux-tu m'égorger? Parce que je n'aime pas ta tête, tout simplement. Il me donna un coup sec à l'estomac avec la pointe du couteau, en essayant de la faire pénétrer. Un autre membre de la bande, un grand garçon de couleur, lui parla. « Allons, grand-père, laisse-le tranquille. Ce gosse vient d'arriver de Porto Rico. Il ne sait même pas ce qui se passe ici. » Le voyou recula en ricanant. « Ok, mais un de ces jours, il découvrira de quoi il en retourne. De toute manière, il vaut mieux qu'il s'éloigne de notre terrain. » Ils firent demi-tour et partirent. Je retournai en hâte à la maison et passai le reste de l'après-midi à réfléchir. Le lendemain à l'école, les garçons avaient entendu parler de l'incident dans le parc. J'appris que le garnement au couteau s'appelait Roberto. Cet après-midi, après l'heure de gymnastique, nous jouions au baseball et délibérément, Roberto me fit tomber. Les autres se mirent à crier. « Bats-toi, Niki, saute-lui dessus, montre-lui qu'il n'est pas si formidable sans son couteau. Vas-y, Niki, on te soutient, frappe-le. » Je me relevai, secouai la poussière de mes vêtements. « D'accord, voyons comment tu es fort avec tes poings. » Nous prîmes possession et les autres garçons formèrent un grand cercle autour de nous. J'entendais des cris « Battez-vous, battez-vous » et remarquai qu'il y avait de plus en plus de gosses pour le spectacle.
Roberto grimaça parce que j'avais pris la position traditionnelle de boxe, les mains à la hauteur de mon visage. Il se baissa subitement et éleva aussi ses mains. Il était évident qu'il n'avait pas l'habitude de lutter de cette manière. Je dansai en m'approchant de lui et avant qu'il fît le moindre mouvement, je le frappai d'un coup de ma droite. Le sang jaillit de ses narines et il recula, surpris. Je m'avançai à nouveau vers lui. Soudain, il baissa la tête et me chargea, me renversant sur le dos, au sol. J'essayai de me relever, mais il me donna des coups de pied, avec ses souliers pointus. Je me retournai et il sauta sur mon dos en tirant ma tête en arrière, enfonçant cruellement ses doigts dans mes yeux. Je pensais que les autres garçons s'uniraient pour me secourir. Il n'en fut rien. Ils étaient là, debout près de nous, poussant des rugissements. Je ne savais pas me battre de cette façon-là. Tous mes combats avaient lieu selon les règles de la boxe. Mais je sentais que ce garçon était prêt à me tuer si je ne réagissais pas. Aussi je saisis sa main pour libérer mes yeux et plantai mes dents dans son doigt. Il cria de douleur et descendit de mon dos en roulant. Je sautai sur mes pieds et pris une fois de plus la position du boxeur. Il se leva lentement, tenant sa main blessée. Je dansai devant lui et en envoyant 2 coups de ma droite sur le côté du visage. Il eut mal et je me préparais à le frapper encore quand il s'approcha et me saisit par la taille. Maintenant mes bras collaient à mon corps, se servant de sa tête comme un bélier. Il me heurta la face à plusieurs reprises avec son front. J'avais l'impression qu'il me battait avec un marteau de forgeron. Mon nez saignait et j'étais aveuglé par la douleur. Finalement, il me lâcha et cogna encore 2 fois avec ses poings. Puis je m'effondrai dans la boue de la cour. Il me poussait du pied au moment où un instituteur arrivait pour l'éloigner de moi. Ce soir-là, à la maison, Franck hurla à son tour. « Ils te tueront, Nicky. Je t'avais dit de ne pas te mêler aux bandes. Ils te tueront. » Mon visage était terriblement tuméfié et mon nez me semblait cassé. Mais je sus qu'à partir de ce jour, personne n'abuserait plus de moi. Je pouvais me battre aussi brutalement qu'eux, s'il le fallait, et même encore plus. La prochaine fois, je serai prêt à les affronter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté ces 2 premiers chapitres. Et je sais que en fait le début de l'histoire est assez difficile à comprendre, mais c'est vraiment la suite du témoignage qui va vraiment être très très intéressante en fait. Là le début s'explique vraiment